Bienvenue au podcast Pivot, épisode numéro 20. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications mobiles ou web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Dany Papineau de WeChalet.com qui témoignera de ses apprentissages dans le développement de son entreprise. Nous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Dany Papineau de WeChalet, merci beaucoup d'être avec nous cette semaine. Merci de venir partager avec notre auditoire ton parcours. Mais premièrement, Dany, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Merci à toi, en fait, pour l'invitation. Super gentil. Écoute, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a eu la chance de se croiser dans un événement corporatif, une petite mission économique de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Et ça a été un déclic quand même assez instantané. Puis on voulait en savoir un petit peu plus sur ton histoire du produit numérique technologique que tu as développé, qui est WeChalet. Mais avant de débuter puis d'aller un petit peu plus loin dans ton histoire, dans le développement de ton produit, j'ai une question pour toi parce qu'on a une philosophie sur le podcast qui existe deux types de fondateurs d'entreprises technologiques. Ceux qui ont un peu plus une tendance technique, donc des gens qui sont plus des développeurs, des gens qui aiment coder, qui aiment plus le côté technicalité, ou ceux qui sont plus des fondateurs au niveau marketing, commercialisation, image de marque. Donc, ma première question pour toi, Dany, est-ce que tu te situes du côté sombre de la force ou du côté plus clair, donc du côté codage ou plus du côté marketing? Je suis sur le côté sombre de la force. Malheureusement, parce que, écoute, j'aimerais tellement ça savoir coder, parce que si je savais coder, il y a bien des choses j'essaierais de faire avancer plus vite des fois. Ça, c'est certain. Mais ouais, je suis plus du côté marketing, définitivement. Ouais. Bien intéressant. Yeah. Fait que je te lance la première question, Dany. Parle-nous de toi, parle-nous un petit peu de ton parcours, comment tu as démarré ton entreprise, ou je sais que tu avais d'autres projets ou d'autres entreprises avant. Fait que parle-nous un petit peu de la genèse de tout ça pour se rendre jusqu'à WeChalet aujourd'hui. Écoute, c'est une histoire, c'est l'histoire de ma vie jusqu'à un certain point. Écoute, je sais même pas par où commencer. Je suis né en Estrie, à Bromont. J'ai étudié en génie civil quand j'étais à l'université à Sherbrooke. À l'âge de 21 ans, je suis parti dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais pour un été. Je me suis mis à travailler dans un ranch touristique en Alberta qui était vraiment au pied des Rocheuses. On se levait le matin, le soleil se levait ces Rocheuses avec les chevaux qui couraient partout dans les prairies. J'ai passé un été là. Je pensais vraiment y aller pour un été. Finalement, j'ai fait 2 ans en Alberta. J'ai lancé le génie civil. Je me suis mis à travailler dans les montagnes de ski, dans les Rocheuses, puis à voyager. Vraiment, là, tu sais, à faire des road trips, tout fait la côte ouest au complet jusqu'au Mexique. On a même descendu à Cancun en auto, tu sais. Quand je suis revenu au Québec, j'avais toujours rêvé de travailler en cinéma. Fait que je me suis mis à faire mes auditions pour l'École nationale en anglais. J'avais été refusé. Puis mon coach me référait à des agences de casting. Je te dirais à la fin des années 90. Puis je me suis mis à travailler sur le plateau de tournage 2 ans de temps à Montréal. J'ai ramassé mon argent. Puis à l'an 2000, je suis retourné à Vancouver faire un cours de 1 an à la Vancouver Film School. Finalement, je me suis mis à vivre pendant 6 ans au BC. Et à l'école, ils nous encourageaient beaucoup à écrire des projets de films sur des choses qu'on connaissait. Fait que je me suis mis à écrire un film qui s'appelait Deux Frogs dans l'Ouest, qui a pris 10 ans de ma vie à faire. Quand je regarde en arrière, c'est vraiment comme une start-up. Sauf qu'un film, t'as une chance de le sortir au bat, d'aller au cinéma, dans les salles. Une start-up, tu peux toujours réinventer, tu peux pivoter, c'est très différent. Mais ça, c'est en 2010, le film est sorti en salle partout au Québec. C'est l'histoire d'une fille de 20 ans qui sait pas quoi faire de sa vie à part en backpack pour vivre à Whistler, dans un gros chalet en Boiron. C'est vraiment le style de vie des montagnes puis de la côte ouest. Puis le film, il y a eu quand même un succès, je te dirais. Il y a gros du monde qui m'écrivent encore cette semaine pour avoir des copies du film. Mais financièrement, moi, ça a été un désastre. Ça m'a mis dans le trou là, financier. C'est très dur de faire de l'argent avec un film au Québec. Puis en 2012, après avoir distribué moi-même le film partout pendant 2 ans,
J'étais allé à Cannes, là, pousser là-bas. J'ai fait signer tous les contrats avec Super Écran. Il était sur iTunes, il était dans tous les dépanneurs de coin de rue, il était au Walmart. J'ai tout signé ces deals-là. Mais j'étais rendu là, tu sais, financièrement. Fait qu'on a mis notre maison à vendre en 2012. Puis c'est mon agent d'immeuble. J'ai demandé une façon de la louer temporairement, tu sais, pendant qu'elle était à vendre. Puis elle m'a dit, tu connais ça? Il y a un site qui s'appelle Airbnb. C'était pas connu pantoute. C'était totalement underground. Il n'y avait pas les médias. Personne n'en parlait. Fait que je me suis mis à faire de la location Airbnb très early, de la location court terme. Puis ça a changé, genre, tu sais, financièrement, ça a vraiment changé ma vie. Malgré que j'ai eu toutes les problématiques que tu peux imaginer, des gens qui font des parties chez vous, des gens qui partent avec des cadres sur le mur, c'est déjà arrivé quelqu'un qui est parti avec la télé. Donc, ayant un background d'acteur, réalisateur, producteur, c'est ce que j'avais fait avec The Frogs, je me suis dit pourquoi que je crée pas un cours en ligne qui s'appelle airbnbsecrets.com pour enseigner aux gens comment bien faire ça dès le départ parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune éducation. Fait que j'ai lancé ça en 2015. Puis c'était vraiment là, à cet alentour-là, que Airbnb était plus dans les médias, toute la légalisation, taxation et tout ça. Je suis devenu un peu un target médiatique de ça à un moment donné. Mais Airbnb Secrets, ça a quand même élevé. Beaucoup de gens à l'international ont pris mon cours. Puis je suis rendu avec à peu près 35 000 personnes qui me suivaient pour des conseils de maximisation de revenus Airbnb. Puis je me suis rendu compte qu'en parallèle, je me suis mis à gérer des propriétés pour d'autres personnes, notamment un peu dans le Vieux-Québec, Montréal et en Estrie. J'avais acheté mon chalet en Estrie. Et j'ai remarqué que spécifiquement dans le créneau nature, Airbnb n'était pas aussi fort. C'est une plateforme qui est vraiment née dans les zones urbaines. C'est né à San Francisco, ça a grandi à New York, Paris. Mais pour eux, le marché nature, c'est un marché secondaire, c'est pas un marché primaire. Puis souvent, un chalet, faut que tu l'affiches sur plusieurs plateformes pour le rentabiliser parce que juste une plateforme, c'est pas assez. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de WeChalet. J'ai acheté le URL en 2015 pour $10. Mais c'est vraiment, tu sais, mon film, ça a été tellement un gros poids. C'était tellement un gros projet à traîner pendant 10 ans. Je savais que WeChalet, c'était pour être un gros projet. Fait que j'ai commencé à travailler vraiment sur le site web bêta à l'été 2017. Puis on a lancé officiellement, médiatiquement, en mars 2019. Et un an, jour pour jour après, c'était le COVID, mars 2020. Wow, et tout arrête, là. Tout arrête. Le marché du chalet, c'était illégal de louer des chalets pendant 3 mois. Le gouvernement avait fermé le marché des chalets. Fait que toutes les ventes ont chuté. Mais tu sais, nous, on était encore start-up. Moi, en mars 2020, là, j'avais la première copie de mon pitch deck. Je commençais à approcher des investisseurs, OK? Puis là, plus personne pendant 2 ans voulait investir dans la tech ou dans spécifiquement dans le travel, dans l'industrie du voyage. Fait que de survivre WeChalet en plein COVID sans financement, puis que t'as plein de monde à payer, là, ça a été ça le challenge de WeChalet. Mais présentement, écoute, on est passé au travers, on a sécurisé une partie de financement cet été. Nos chiffres sont dans le tapis présentement, on a vraiment des chiffres records présentement. Fait que ça va bien, mais c'est ça. C'est pas de repos, une startup. C'est toujours un combat continuel de développer un produit technologique puis de la faire croître à travers le temps, mais en plus d'avoir une pandémie en plein visage dans une industrie qui était complètement arrêtée, c'est tout un défi, là. Vraiment, vraiment, là. C'est un défi parce que oui, là, c'est la pandémie. Là, après ça, c'est peut-être 6 mois, c'est le marché de tech en termes d'investissement s'est effondré avec les valorisations d'entreprises. Là, c'est OK, c'est pas pandémie, on rentre dans pas la crise financière, mais la récession. Ouais. La récession, ouais. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Mais fait que tu sais, ça finit plus les embûches, là, tu sais. Fait que oui. Je trouve intéressant tantôt quand tu mentionnais par rapport au film que tu as pris quand même un grand risque, puis avec les grands risques peut venir autant des grands succès que des échecs qu'on peut apprendre et avancer, mais qu'il y a un certain défi avec un film parce qu'on peut pas faire un pivot. Un coup que le film est complété, l'argent de production, elle est plus dans notre compte, mais si ça n'a pas le succès qu'on escomptait rendu au marché, que le product market fit, comme un produit technologique, là, s'il n'est pas autant là qu'on voudrait, mais malheureusement, c'est difficile de pivoter puis d'essayer d'aller trouver un autre clientèle possible ou d'aller chercher un revenu à ce moment-là. Fait que c'est pas évident, là. C'est ça, puis surtout la salle à l'époque, c'était le gros revenu, tu sais. Puis pour sortir en salle, normalement, Hollywood à l'époque, s'il faisait un film de 50 millions, il mettait 50 millions en marketing. Un gros film québécois, il faisait un film de 7 millions, Bon Cop, Bad Cop, il allait mettre 1 million en marketing, ça a coûté 7 millions, 8 millions à faire. Nous, on pensait faire le film pour 250 000, ça a coûté quasiment 500 000, 450 je pense au final. Il nous restait 20 000 $ pour faire le marketing du film. Wow. Et j'ai appris à mes dépens l'importance de garder du budget ou d'avoir des stratégies de marketing. Donc, on est sorti en salle puis on s'est fait pousser des salles très rapidement à cause d'un manque de financement spécifiquement en marketing. Mais le word of mouth, il avait commencé à faire son effet, le monde en parlait, voulait le voir, le film était plus disponible.
Fait que ça m'a lancé pendant 1 an. J'ai fait le tour des cégeps du Québec, le tour des universités. J'étais allé le présenter partout. J'étais dans les festivals de films. Je l'ai envoyé dans 40 festivals, plus que 40. On a été acceptés dans une quarantaine de festivals de films. Fait que probablement, j'ai envoyé à 150, 200. Parce que c'est tout le temps des refus. Fait que ça m'a lancé dans une épopée de commercialisation. On a remboursé un peu une partie des dettes, mais financièrement, je ne vais pas payer le projet. Mais ce que je regarde avec un film, c'est encore du monde qui veut le voir, puis là, je suis en train de le mettre en ligne sur Vimeo des dernières semaines. Il y a plein de monde qui veut le voir, puis je veux raconter l'histoire du film qui est lié à Où Chalet. Parce que c'est pas un film qui se passe, à New York, dans la ville, c'est un film qui se passe en nature, dans les montagnes de ski. C'est 100% lié. Ça se passe dans un chalet. C'est vraiment lié à Où Chalet indirectement. C'est intéressant parce qu'il y a tellement un parallèle à faire avec le développement de produits. Puis tu parlais du budget de commercialisation qui est souvent de 1 pour 1 en moyenne. Ouais, c'est souvent le minimum qu'on recommande, en tout cas à notre clientèle chez OpenMind et chez Dev2CO, de dire c'est bien beau qu'ils font un budget pour développer la solution technologique, mais il faut minimum du 1 pour 1 pour lever le côté commercial de ça. Puis généralement, ça va être du 1 pour 2, du 1 pour 3 à ce moment-là, qu'il faut 3 fois le budget en dollars de commercialisation que le projet de production de la solution technologique. Et c'est souvent le morceau qui est très, très, très oublié par les gens ou pas pris dans l'équation, qui fait qu'on frappe un mur assez rapidement, là. Oui, parce que j'ai appris que tu peux avoir le meilleur produit au monde, puis si t'as pas une stratégie de commercialisation derrière, tu vas mourir avec ton produit. Puis tu peux avoir le pire produit au monde jusqu'à un certain point, mais si tu es un king du marketing, tu peux quand même faire l'argent avec certaines cochonneries que le monde va vendre en ligne. Comment ça se vend cette affaire-là, mais ils sont super bons à vendre ça, tu sais. Fait que oui, effectivement, la commercialisation, c'est sûr que c'est un point important pour un produit tech, là. Faut pas juste le créer, faut que t'en fasses le marketing. Puis c'est bon de faire un marketing, de te mettre en ligne, d'avoir des vrais utilisateurs qui vont aussi te donner du feedback sur ton produit. Parce que tu peux avoir la meilleure idée puis dire, je pense que c'est ça, mais à un moment donné, tu mets dans les mains des gens puis tu dis, non, ça marche pas pour moi, il y a ci, il y a ça. Fait que c'est ça que je trouve intéressant avec la tech, c'est que tu peux le mettre en ligne avec un produit bêta sans aller trop fou en marketing, mais de trouver des bêta users qui veulent l'embarquer dans ton produit, c'est itérer ton app avec leurs commentaires, puis là, se mettre à scaler à d'autres niveaux. Mais et surtout d'aller chercher, comme tu dis, cette voie-là du client pour adapter correctement la solution au problème. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre le problème. Puis des fois, la solution qu'on pense qu'on a ne répond pas bien aux problèmes que nos clients ont ou de ceux qui sont prêts à payer au bout de la ligne. C'est surtout ça la grosse problématique, là. Ouais, puis tu sais, nous, c'est un marché en ligne, c'est un marketplace où Chalet, on a 2 clients. Fait que c'est encore plus une complexité parce que tu veux, tu sais, plaire aux propriétaires, aux autres. On les appelle les autres HO. C'est pas les autres, les autres. Donc, les gestionnaires, les propriétaires de propriétés sur Chalet. Fait que tu veux créer, tu sais, une plateforme qui va fonctionner pour eux autres. Puis, tu veux aussi leur amener des voyageurs qui vont réserver avec eux. Mais, tu sais, tu peux pas, en roue, là, tu sais, à un moment donné, faut que tu aies, c'est l'œuf ou la poule, tu sais. Fait que tu aies un inventaire X de nombre de propriétés pour amener assez de voyageurs dedans. Puis il faut que ton inventaire soit à jour parce que si tu as des propriétaires qui s'affichent au chalet, ils mettent des photos de croches, ils répondent jamais aux réservations ou ils répondent les prix sont pas à jour, ils annulent tout le temps, ben là, ça détruit tout ton marché en ligne. Fait que c'est pas facile de partir un marketplace. Je te le dis, là, c'est un challenge. Mais présentement, ça fonctionne. Présentement, écoute, ça fonctionne. Tu sais. Et c'est un bon point que tu apportes. Vous retrouvez dans une situation, puis ceux qui nous écoutent, qui ont des idées à développer de produits numériques, là, quand il y a effectivement 2 clients au bout de la ligne, puis un effet de réseau qu'on appelle au bout de la ligne, là, que vous avez 2 personas à séduire et c'est l'œuf ou la poule. D'un côté, un persona veut absolument qu'il y ait des listings d'un côté pour que ça fonctionne bien. De l'autre côté, les gens qui ont des listings veulent qu'il y ait des clients qui veulent acheter. Et là, c'est difficile à faire décoller la roue au départ pour réussir à aller chercher un effet d'entraînement au bout de la ligne. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de commercialisation que tu serais prêt à partager avec l'auditoire pour essayer d'inspirer un peu les gens? Comment tu as fait pour essayer de faire partir un petit peu cette roue-là à travers le temps, sans vendre non plus la recette miracle marketing que vous avez, là, exactement? Non, je sais parce que j'ai des compétiteurs au Québec qui écoutent beaucoup mes conseils de ce que je vois. Il y en a qui sont en train d'essayer de faire des copies de Où Chalet. Mais on a 4 ans d'avance sur eux. Mais tout ça pour dire que non, nous ce qu'on a fait, c'est vraiment j'ai beaucoup appris avec mon film, j'ai beaucoup appris plus à faire des sorties médiatiques et tout ça. Fait que spécifiquement pour le lancement de Où Chalet, on avait décidé de faire ça un événement. C'était en 2019, c'était le Salon d'habitation à Montréal. Puis on avait décidé d'engager un gars de PR
qui nous a beaucoup aidé à tout. C'est vraiment comment sortir la nouvelle dans les médias. Fait qu'en plus, les gens, ils en avaient entendu, la presse avait écrit sur le sujet, je pense, le Journal de Montréal, on a eu plusieurs articles. Fait qu'il y a des gens, on était à l'événement pendant 10 jours, donc ils venaient nous voir au tout début, on a lancé. Fait que ça a été comme ça le lancement. Puis après ça, j'avais fait un deal. J'avais été invité à une émission en tant que expert en location court terme. Ça s'appelait Rénover pour louer, qui était à Casa. J'étais dans 2 épisodes, puis je m'étais rendu compte qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur partenaire principal de pub. Donc, on a fait un deal avec eux. On était le partenaire principal qui présentait l'émission. Elle venait de sortir là, je pense que c'est au début 2020, ça a sorti. C'est juste avant le COVID, ça a sorti publiquement. Puis après ça, bang, le COVID est arrivé. Fait qu'on a un certain momentum là. Mais le monde entend parler un peu partout. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Ils viennent à ta plateforme, tu sais. Parce que vous avez quand même un brand à développer puis à faire reconnaître une certaine notoriété envers votre clientèle pour que les gens décident de je vais aller sur WeShella à ce moment-là. Fait qu'il y a quand même un travail de séduction de masse pour que le message revienne, que le nom revienne, puis les gens font confiance à ce moment-là. Ils vont aller sur le site puis aller placer, je dirais, une commande en ligne, dans le fond, pour réserver une propriété, là. Donc, c'est une stratégie marketing que oui, des fois, il faut y aller directement, mais il y a quand même du at large qu'il faut aller chercher aussi, si je ne me trompe pas. Là. Puis pour lancer WeChalet, on était rendu à peu près une centaine de propriétés. Un matin, on est rendu à 1425, je pense. Cette année, on va doubler l'inventaire de propriétés. On a commencé l'année à 800, puis on va finir, on est parti finir à l'entour de 1600, puis on a doublé l'inventaire, mais quand pour lancer WeChalet, au tout début, j'appelais des gens, des propriétaires de chalet, puis j'allais prendre leurs photos chez eux, là, tu sais. Donc, parce que souvent, les gens, c'est un des problèmes, il y a des mauvaises photos. Fait que je les invitais c'était un point d'entrée pour moi d'aller faire les photos gratuitement. Parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie de la photographie immobilière, j'ai tout mis mon équipement. Puis j'allais les rencontrer. Fait que j'ai beaucoup de ces gens-là qui sont encore sur WeChalet, qui étaient, tu sais, je les ai approchés en 2018 quasiment, tu sais. Donc, ça a été une bonne façon de rencontrer des gens physiquement sur place, puis de développer des relations très early dans le projet. Mais c'est ça, encore une fois, c'est l'œuf ou la poule. C'est quand tu lances spécifiquement un marketplace, il faut être de l'inventaire pour lancer la plateforme. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je suis curieux, je fais un parallèle avec un autre épisode qu'on a tourné, l'épisode numéro 13 qui est sorti le 24 janvier 2023, qui est sur le growth hacking. Et on donnait justement l'exemple d'Airbnb qu'ils avaient utilisé un effet de levier de leur propre annonce sur leur site et de pousser ces annonces-là sur des sites connexes. Exemple, eux autres, c'était Craigslist, de cette manière-là, qui avait réussi à se créer un effet de levier au bout de la ligne. J'imagine que c'est peut-être des techniques que vous utilisez présentement où vous essayez de créer un effet de levier avec ça au bout de la ligne. Ouais. Oui, on utilise présentement on a un partenariat avec Logi-Québec. Logi-Québec affiche les annonces de WeChalet sur leur site. Donc, c'est un équivalent Craigslist plutôt québécois. 100% dédié, eux autres, c'est vraiment de la location plus long terme qu'ils ont sur la plateforme et ils ont une section de chalet, puis il y avait presque pas d'inventaire. Donc, on a un partenariat avec eux autres qui poussent nos annonces-là. Puis aujourd'hui, je signais un deal que ça fait quasiment 1 an que c'est dans le pipeline, mais je signe le deal Air Transat. Aujourd'hui, j'ai le go officiel hier soir. Donc, bravo. Les annonces de WeChalet vont apparaître sur airtransat.com. Puis eux autres, c'est spécifiquement, c'est plus que tu peux être aligné avec ton partenaire, avec ce que tu essaies d'aller chercher. Fait que nous, c'est des voyageurs. Fait qu'un voyageur qui est de la France, qui book un billet sur Air Transat puis qui va voir des listings WeChalet. Écoute, les Français, ils atterrissent au Québec, ils veulent tous aller dans les chalets, tu sais. Donc, ça va être un partenariat exclusif en termes de... Ils sont exclusifs à nous, Transat, pour tout ce qui est le créneau nature, là, tu sais, vraiment les annonces nature. Puis nous, on va être exclusif à eux dans l'aviation pour la prochaine année. Donc oui, de pousser les annonces WeChalet à des partenaires, c'est un gros plan de match présentement qu'on est en train de... Beaucoup d'autres choses dans le pipeline qui est très aligné en fait, qui devrait nous apporter beaucoup de bookings. Ouais. Bien intéressant. T'as de l'air allumé niveau marketing. Écoute,
Ouais, on veut pas dévoiler la sauce secrète non plus sur laquelle vous travaillez parce que comme tu dis, il y a certaines personnes qui vous regardent autour. Ouais. Je serais curieux de t'entendre parler un petit peu au niveau du développement là, du produit numérique, de la plateforme. Comment ça s'est passé? On entend souvent les premières versions, c'est des horreurs complètement. Les premières mises en ligne, c'est le chaos. Parle-nous un petit peu comment ça s'est passé de ton côté. Là. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis si tu avais des apprentissages ou des conseils aux gens, dire faites attention à ci ou à ça, on t'écoute, on serait curieux de t'entendre parler là-dessus. Ben, en termes de plateforme, tu sais, il y a beaucoup de gens au Québec qui, nous confondent. Ils savent pas c'est quoi une plateforme transactionnelle. Une plateforme transactionnelle, c'est comme Uber. Tu fais sur le bouton, je veux commander du McDonald's sur Uber, ça arrive à ta porte dans 10 minutes, ça a lancé un paquet d'automatisation qui finit plus pour amener quelqu'un à livrer du McDonald's à ta porte. Donc, un site comme chaletlouer.com ou chaletauquebec.com, c'est pas une plateforme transactionnelle. Ce sont des sites d'annonces classées de chalets. Il y a pas de transaction là-dedans, les prix sont souvent pas à jour, il y a pas d'automation. Et ensuite, en parallèle, il y a plusieurs sites comme ça, comme Facebook Marketplace, que tu fais juste mettre ton annonce en ligne, t'as Kijiji, Craigslist, les packs, c'est des sites d'annonces classées. Après ça, tu as souvent les gestionnaires de propriété, ils ont leur propre site web. Il y a des messieurs qui louent des chalets au Québec qui ont un site web. C'est pas une plateforme transactionnelle. OK, c'est un site de gestionnaire de propriété. Donc oui, Chalet présentement, c'est vraiment la seule plateforme transactionnelle émergente que tu pèses sur un bouton, ça lance un paquet d'automatisation comme les grands marketplaces, comme Airbnb, VRBO, Booking.com. On est la seule plateforme transactionnelle présentement qui est 100% québécoise et qui est 100% canadienne parce que le marché canadien au complet, pas juste au Québec, est monopolisé par des plateformes étrangères. Donc, on est la seule plateforme émergente qui est 100% locale à l'échelle du pays. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde, OK? Puis on est la seule plateforme émergente. C'est quand même fou là, quand tu penses à ça. Donc, oui, on a lancé WeChalet avec un produit WordPress bêta, qui a vraiment été la pire erreur que j'ai faite de ma vie. Je pense que avoir su ce que je sais là, on a probablement gagné 2 ans de développement, avoir su ce que je sais là. Mais je regarde Tesla, je suis pas mal. Elon Musk, je sais qu'il est en train de déraper présentement avec Twitter, mais il a fait des bons coups quand même dans sa vie. Mais je sais que Tesla, ils ont lancé le Roadster avec une copie d'une Lotus, puis il disait que c'était la pire erreur de sa vie parce qu'il aurait probablement dû créer le char de toutes pièces parce que finalement ils ont fait le char à 90%. T'sais. Donc moi j'ai fait l'erreur de prendre une page WordPress qui était Airbnb-esque. J'ai quasiment mis 100 000 là-dedans pour la modifier en ce que je voulais faire. On a lancé avec ça, puis il y avait tellement de bugs, là, t'as aucune idée, c'était embarrassant, là, c'était tellement embarrassant. Puis ça a pris quasiment 1 an et demi avant de livrer la nouvelle version qu'on a là. On l'a livré en novembre 2020 à peu près, vraiment fin 2020. Et en transition, ça a été l'enfer de migrer la data de l'ancien site vers le nouveau site. Et ça a été un 6 mois de rodage qui a ralenti notre cadence, notre SEO est planté, les ventes ont chuté. Puis quand tu vas aller chercher du financement, quand tes ventes... les ventes overall dans l'année ont été un peu plus hautes, mais l'année d'avant, on a eu du 500%. Là, on a eu, du 30%, tu sais. Fait que c'est moins intéressant. Cette année, on a du 300% sur 2021. On doit revenir avec ça, tu sais. Fait que ça a été une de mes erreurs, je dirais, là, tu sais. Mais c'est un bon point parce que souvent, les premières versions, on essaie de faire beaucoup avec un budget le plus réduit possible parce qu'on va aller tester son idée. Fait que on en parlait, là, justement, dans l'épisode numéro 3 qui était lancé le 15 novembre 2022. C'est quoi un MVP? Puis une des leçons qu'on sortait de cet épisode-là, c'est si la première version que vous sortez en ligne n'a pas de bug, c'est que vous avez probablement... c'est impossible. Mais t'as lancé trop tard, exactement, c'est en plein ça. Fait que, mais si ça décolle, puis on bouge, puis on fait une version après, on se dit, bon, là, j'ai dépensé un peu de l'argent pour rien, mais la réalité, c'est que ça permet de tester un peu le marché, ça permet d'avancer, ça permet de mieux connaître sa clientèle. Mais rares sont les produits qu'on interviewe ou même qu'on voit passer, là, que la première version n'est pas une horreur, malheureusement. Ouais. Puis en parallèle, moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'Inde pour bâtir la première version qui était un peu codée tout croche, tu sais, c'était pas très organisé, puis j'avais pas, mettons, un architecte informatique qui était en train de tout planifier le plan de match, tu sais. Fait que justement, tu sais, tout ce qui est data, c'est un peu, ça a été la migration a été l'enfer à faire, mais là, on est vraiment, notre CTO, Jade, qui est avec nous depuis, ça fait quasiment 2 ans et demi, 3 ans, il nous a beaucoup aidé avec cette migration-là. Fait que présentement, on est back on track en termes de produits. Là. Je trouve que la plateforme est plus solide que jamais. Mais après ça, c'est les fonctionnalités, c'est les features. Quand tu veux compétitionner des plateformes qui se fait 15 à 25 ans qui sont en ligne, qui ont toutes les features du monde, t'as des utilisateurs qui disent « Oui, mais Airbnb a ça. Oui, mais Airbnb vaut 100 milliards en bourse. Ça fait 15 ans qu'il existe. » C'est comme si tu dis
je veux dire, oui, mais à Paris, ils ont ça. Ouais, mais Paris ne s'est pas bâti en 2 semaines. Tu sais, ça fait 1500 ans, je sais pas quoi, là. Ou les pyramides d'Égypte ne se sont pas bâties en 2 semaines. Donc, ouais. Le problème, c'est que l'utilisateur est habitué à ça, puis pour lui, il ne voit pas la complexité. Ouais, c'est ça. Il voit pas la complexité, puis le dollar requis pour se rendre à ces fonctionnalités-là ou à la simplicité de ces fonctionnalités-là. Donc, les attentes sont de plus en plus élevées d'année après année, ce qui vous donne un avantage, par contre, sur le reste de la compétition qui démarre aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est long, le chemin pour se rendre. Je souhaite bonne chance parce que, je dis souvent, je souhaiterais pas à mon pire ennemi de passer une plateforme comme WeChalet. C'est vraiment compliqué, puis c'est vraiment, surtout dans la pandémie, ça a été vraiment tough, c'était beau. J'ai vendu ma maison l'année passée. Si je la vendais pas, j'ai réinjecté 350 000. J'ai vendu un duplex avec ma sœur depuis des années, une dizaine d'années. Puis j'ai une propriété à Astin, en Estrie. Puis j'ai tout vendu, j'ai mis 350 000 dans la compagnie. Puis je faisais pas ça. Je veux dire, on serait même pas ici en train de parler WeChalet, ça n'existerait plus, là, tu sais. Puis à cause que j'ai remis de l'argent dans la compagnie, soudainement, Dax Silva, qui est fondateur de Lightspeed, c'est un de mes amis à moi, il a remis un 100 000 l'an passé. Cette année, il a redoublé sa mise parce que là, c'est plus que c'est comme un avion qui veut décoller, hein. Si tu peux avoir assez long de pistes pour décoller puis prouver que l'avion peut décoller, mais des fois, tu manques de pistes. Si tu tombes dans un ravin puis là, tu sais, je veux dire, tout est possible. Mais fait que c'est ça. Cet été, on a resécurisé en tout, c'est à peu près 1,4 million. Un montage de différents prêts, subventions et investisseurs. Notre team informatique est embarqué ma famille est embarquée, tout le monde est embarqué pas mal dans cette fonds-là. Puis présentement, je suis en train de lever un autre million. J'ai pas mal d'intérêt actuellement. Fait que, ouais. Bravo, parce que c'est un parcours qui est pas facile, puis d'aller chercher chaque dollar au marché dans le contexte de marché à l'heure actuelle qu'on tourne présentement le podcast, là, particulièrement à l'automne 2022. Ouais. C'est assez. Je te lève mon chapeau d'être capable d'aller chercher des sous. Ça veut dire que vous avez vraiment un avion qui est en train de décoller ou qui est déjà en train d'être au-dessus de la piste puis que ça bouge dans la bonne direction. Fait que, c'est ça qui arrive à un moment donné, c'est que tu pognes assez de momentum que tu sais ça fait vraiment ça là, tu sais. Mais tu sais au début ça décolle comme ça, mais à un moment donné ça le fait ça, tu sais. Mais faut que tu te rendes à cette petite curve là. Puis souvent tu sais en termes de startup, ils disent tu lances, tu sais mettons tu as la ligne plate là, tu lances, tu vas aller dans ils appellent ça la vallée de la mort. Tu vas descendre dans la vallée de la mort, puis là 3/4 des startups ils meurent là. Mais à un moment donné, tu mets à ressortir, puis là, la ligne est là, puis là, tu t'en vas, puis là, tu sais. Mais là, je te dirais, nous, on est là, tu sais. 2023, audio, c'est en train de décoller. Ouais, 2023, ça devrait être une année assez intéressante pour WeChalet, c'est sûr. Ouais. Mais bravo de pousser puis d'aller, comme tu dis, ça fait 2 fois, je pense que tu prends des propriétés que tu as pour aller prendre cet argent-là puis le mettre dans tes idées de produits ou de business. Puis je suis convaincu que dans quelques années, tu vas venir nous compter, dire « Hey, j'ai mis ma maison à vendre pour réussir à me rendre ce que je suis rendu là. » Puis bravo. Je vais raconter un gars qui m'a... Parce que tu sais, j'ai une Tesla, je suis un fan de Tesla, puis écoute, ça coûte moins cher avoir une Tesla qu'un auto à gaz, sérieusement, si tu fais un peu de kilométrage. Je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais ma Tesla est stripée WeChalet. Fait que beaucoup du monde qui m'accroche. En fin de semaine, j'ai rencontré un gars qui avait loué mon chalet. OK, il a vu mon char. J'étais stationné à Bromont. Il vient m'accrocher. Hey, Danny, tu me reconnais-tu? J'ai loué ton chalet il y a 3 ans. Puis on a fait un cowork de start-up, tu sais. Puis lui, il venait de vendre sa compagnie 100 millions. Banque nationale vient d'acheter 80% de sa compagnie pour 100 millions. Donc, oui, c'est possible d'avoir des exits. Je regarde, tu sais, Dax, sa compagnie Lightspeed a quand même sorti en bourse. Ça a été rock'n'roll la dernière année, mais il était vendu à 20 milliards un année, cette compagnie en bourse avec Lightspeed. Donc, c'est possible de créer, je pense, une entreprise québécoise. Moi, WeChalet, beaucoup de monde me demande pourquoi tu W, là, tu sais, c'est anglais, blablabla. La nationalité est 100% française. WeChalet, ça passe super bien en français. J'ai acheté ouichalet.com aussi. Si tu mets ouichalet, t'arrives sur WeChalet quand même. Mais moi, je veux bâtir vraiment une marque de commerce, un brand nature aventure spécifiquement dans le créneau du voyage, nature aventure à l'échelle globale, c'est mon but. C'est vraiment une marque de commerce internationale qui va être reconnue pour les voyages nature aventure. C'est là-dessus qu'on travaille, tu sais. Donc oui, ça se peut créer à partir du Québec une entreprise qui va rayonner justement à l'international. Vraiment intéressant. On a tous des moments en affaires où il nous arrive quelque chose de négatif, de grand, puis on se dit là c'est terminé, là j'en peux plus, je veux lancer la serviette. Puis que le lendemain ou la semaine d'après, finalement, on s'est relevé puis on était plus loin. Est-ce que tu dirais il y a un moment que tu peux nous partager qui était ton pire moment, tu t'es dit ça là, mon Dieu, je passerai pas à travers, mais finalement t'es encore avec nous aujourd'hui parce que obviously t'as passé à travers. Là. Écoute, The Deux Frogs dans l'Ouest là, quand t'as passé
rendu là, j'étais peut-être à 8 ans de ma vie dans ce projet-là. Finir le film, ça a été tellement compliqué de le finir. Puis là, tu sais, à l'époque, j'étais acteur, je faisais 20 000 par année. Là, tu sais, j'avais pas une scène, j'avais tout mis ce que je pouvais. Mes parents m'ont passé l'argent. Tout le monde que je connaissais m'a passé l'argent pour ça. Tu sors en salle, tu te fais tasser des salles. Puis là, j'avais plein de monde qui m'avait aidé. On avait des posters de Frogs, on était allés les mettre partout en ville. On essayait on nous restait peut-être une semaine ou deux dans les salles, puis on essayait d'amener le monde dans les salles, mais de façon plus, grassroots. Et un soir, je me rappelle, je suis revenu chez nous, puis j'avais le poster dans les mains, puis je l'ai mis à côté de l'escalier. J'avais le goût de... C'était fuck, man. Tu sais, c'est tellement... T'es à bout, man. T'as rien que le goût de casser tout ça là, mais tu peux pas, tu sais. Tu peux pas parce qu'il faut que tu continues, tu sais. Puis, ça, je me rappelle. c'est normal. Je te comprends. Yeah. Mais oui, j'en ai eu des bouts de même pendant la pandémie, mais on dirait que vu que c'est pas la première fois que je le vis, j'ai vu que j'étais capable de m'en sortir avec Dirty Frogs. Puis Urban Secrets, ça n'a pas été facile parce que le gouvernement m'a sauté dessus. Aussitôt que je suis sorti publiquement avec Urban Secrets en 2015, tous les paliers gouvernementaux m'ont tombé dessus en termes de taxation puis légalisation. Je suis devenu comme un flagship, c'est de la location urbaine au Québec. Ça n'a pas été facile de passer à travers ça non plus. Puis où je suis allé la pandémie, écoute, j'ai vu que je suis capable de me rendre, tu sais. Moi, je lâche pas, OK? Je lâche pas. Fait que c'est ça qui me tient avec Couchalet. Puis je fais pas ça pour l'argent. Oui, je veux faire l'argent avec Couchalet, c'est certain, mais ce n'est pas ma motivation première. Je vois qu'il y a une problématique dans le marché. Je vois qu'elle n'est pas adressée. Je la vis moi-même en tant qu'utilisateur. J'en loue. Je loue ma maison aussi des fois la fin de semaine. J'ai vu les problématiques. Puis ça m'allume de régler ça, ce problème-là, parce que personne ne fait ce que je veux faire avec Couchalet présentement. J'ai vraiment une vision unique, là, tu sais. C'est pour ça, ceux qui essaient de me copier, je pense pas que je sois capable de copier ultimement la vision complète que je veux aller. Mais c'est vraiment ça qui m'allume. C'est ça qui fait que je me lève à tous les matins, puis tu sais, à 7 heures, je suis sur l'ordinateur, puis à 7 heures le soir, je suis encore sur l'ordinateur, puis je travaille, tu sais. Mais, yeah. Et c'est ce qui définit souvent la personne qui va être à succès au final. C'est la petite flamme à l'intérieur qui nous allume de pousser puis d'avancer au bout de la ligne. Ouais, puis ça, les gens qui embarquent dans le projet, souvent, c'est à partir de ça, tu sais. Les gens sont motivés par la vision, par où est-ce qu'on s'en va, puis sont motivés par les succès. On vu des succès et des échecs, mais j'essaie beaucoup de partager avec l'équipe. On se fait des meetings tous les matins présentement. On est live, on est 5 employés qui travaillent sur Couchalet. Je travaille avec une vingtaine de consultants qui sont avec Couchalet depuis quasiment 3 ans. Là, fait que c'est pas mal la même équipe en tout. Mais notre équipe core, présentement, tous les matins, on se fait des meetings d'une demi-heure. Puis j'essaie de partager tous les bons coups, les fois les mauvais coups. Je suis pas mal à livre ouvert comme ça là, avec l'équipe. Mais tu sais, ce matin, dans le meeting, c'était comme gang, j'ai reçu le go hier soir d'Air Transat, on le signe, tu sais, puis ça fait longtemps dans le pipeline. Là. Fait que c'est cool quand ça fonctionne. Parce qu'après ça, c'est des bonnes nouvelles parce qu'un deal comme Transat, moi, je peux réutiliser ça beaucoup avec tous les investisseurs que j'ai en cours, là. Ils vont tous recevoir un courriel aujourd'hui quand le contrat va être signé. This is done. C'est un bel effet de levier, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est toujours ça, en tout cas, en startup. À un moment donné, tu trouves tu sais, il y a un point, il y a des points tournants à un moment donné, hein. T'attends un point tournant, puis faut que tu utilises le momentum qu'avec ce point tournant-là, puis ça rentre au prochain point. Cette année, par exemple, on est passé au Dragon. Ça, c'est donc une chose que je recommande beaucoup du monde en startup, en tout cas, c'est de faire des incubateurs accélérateurs. Moi, on a commencé avec Espace Inc. à Sherbrooke en 2018. On n'était même pas live encore. Ils m'ont beaucoup aidé. Eux autres, c'est un incubateur plus de région qui était vraiment tout type d'entrepreneurs, pas tant nécessairement tech. C'est plus un mélo. Mais ça m'a quand même permis de découvrir un peu comment ça marchait. Après ça, on a fait le MT Lab, qui était un incubateur 100% au tourisme. C'est avec eux qu'on a fait justement Air Transat, c'est un de leurs partenaires. Fait que c'est le même qu'on est rentré en relation avec Air Transat. Cette année, on a eu la bourse Excellence de Tourisme Québec. Avec le MT Lab, c'était 100 000 $ qui donnaient dans leur meilleure startup. On l'a décroché. Puis là, je suis à l'Asset, qui est aussi un accélérateur de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi avec la Banque nationale. J'ai un coach, là, René Houle. Il m'a tellement aidé, là. Merci, René, si t'écoutes l'émission. Ça pour dire que chaque accélérateur m'a amené à un autre endroit. Puis sans ce support-là, je sais pas si je serais où ce que je suis. Définitivement pas. C'est impossible que je serais où ce que je suis présentement avec... ouais.
Ça permet d'éviter des erreurs, ça permet des fois de connaître un peu mieux son industrie. Si je ne m'abuse, MT Lab, c'est un incubateur spécialisé dans le tourisme. Exactement. Donc, négligez pas ça, qu'il existe des fois des incubateurs pour l'industrie que vous attaquez. Ça vous ouvre des contacts, ça vous ouvre des portes, des partenaires, des transats de ce monde. Ouais, ben eux, spécifiquement, c'est toutes des grandes compagnies qui mettent de l'argent ensemble à chaque année pour aller trouver des startups qui vont aider à régler leurs problématiques de grandes compagnies. Donc, quand on était sélectionnés, nous, tu avais Air Canada, Air Transat, l'Aéroport de Montréal, tu avais Tourisme Montréal, l'Alliance touristique du Québec, c'est des gros players dans l'industrie du tourisme. Puis il fallait, en 2019, on était allé à chacun de leurs bureaux pendant 6 mois, souvent, eux autres, ils nous pitchaient leurs problématiques de compagnie en premier lieu. Puis là, il fallait leur pitcher notre solution. Et moi, à l'époque, Transat nous pitchait qu'ils venaient d'acheter un hôtel au Mexique, qu'ils voulaient s'en aller vraiment dans l'hôtellerie. Fait que moi, je les ai pitchés cool, nice que vous allez dans l'hôtellerie, mais vous savez que présentement, l'offre qui est vraiment nice sur le marché que tout le monde veut utiliser, c'est l'offre à l'Airbnb, vous en avez pas. Fait que oui, on peut aller vous chercher de l'inventaire dans des zones spécifiques données où vous avez des vols d'avion, puis on peut grandir ça avec Air Transat. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le deal, on a commencé à en parler avant le COVID. Après ça, t'as le COVID qui a tout, ça a mis ça sur la glace. On a commencé à se reparler cette année. Fait qu'on c'est ça. Puis ils m'ont donné la permission d'en parler au Dragon. Donc, mais ça a été long. C'est très long. Des deals avec des grosses compagnies comme ça prend des mois à mettre en place. Parce que juste passer à travers le funnel de l'équipe légale, c'est quasiment 2 mois passer le premier contrat, puis là, t'as des modifications, ça finit plus, là. C'est long. Il y a plusieurs couches à passer à travers pour arriver à quelque chose de plus public au bout de la ligne. Ouais. Je serais curieux de savoir, Danny, est-ce que ça serait quoi ta plus grande gaffe au niveau technique que tu as fait depuis le début de We Chalet? Ben, technique, comme je te dis, d'avoir choisi WordPress, ça a été une des pires gaffes qu'on a pas faites. Écoute, tu sais, j'ai lancé We Chalet sans CTO aussi, tu sais. Je me suis lancé à aller, tu sais, parce que à cause d'Urban Secrets, j'avais un blog puis un cours en ligne en plus du cours. Fait que moi, j'avais une équipe de l'Inde qui travaillait avec moi déjà sur le blog. Fait que j'ai utilisé cette équipe-là de l'Inde pour commencer à faire la version bêta de, fait que, tu sais, mais à l'époque, je connaissais personne en tech. Puis c'est ça l'affaire, tu sais. Si t'es un fondateur qui vient de la tech, tu peux te lancer là-dedans toi-même ou tu as un réseau en tech. Moi, je venais du cinéma, là, genre, puis oui, la location court terme. Fait que j'avais aucune connexion en tech. Mais le fait que j'ai créé la version bêta, même si c'était pas fonctionné, puis même si ça buguait, ça m'a permis ensuite, il y a plein de monde qui se sont intéressés quand même au projet, puis là, ça a attiré du monde de tech ou en fait, tu sais, la première personne qui a été les serveurs informatiques, à cause que je stripais, tu sais, marketing, j'avais stripé mon auto We Chalet, ben, il y a une madame qui, son mari tripait sur les Tesla. Fait qu'elle a envoyé une photo de la Tesla We Chalet, puis lui, il m'écrit, puis on board son chalet sur We Chalet. Et je me mets, à l'époque, j'appelais tous les propriétaires pour, tu sais, faire un suivi, comment vous avez entendu parler de nous. Puis c'était ça. Lui, il me contait l'histoire, tu sais, trip sur Tesla, puis nanana. Puis je comptais on avait justement des problèmes informatiques. Tu sais, on était avec GoDaddy à l'époque. Puis là, il m'a me dire, ben moi, j'ai une grosse compagnie de serveurs à Montréal, je peux t'aider. Fait que c'est ça, tu sais. Lui, avec sa compagnie, il connaissait beaucoup la tech. Fait qu'il m'a amené beaucoup à me présenter des players avec qui il jouait. Puis ces players-là sont encore dans We Chalet présentement. Fait que des fois, tu sais, c'est ça. T'as pas nécessairement la connaissance tech au début, mais faut que tu partes à quelque part, mais tu vas faire des erreurs. C'est impossible que tu fasses pas d'erreurs. C'est impossible. Effectivement. Puis c'est pas évident, si on parlait, est-ce que t'es du côté sombre ou du côté clair de la force, mais c'est pas évident pour un fondateur qui est plus côté commercialisation, marketing, de comprendre la technique. Puis l'inverse aussi est vrai, là, c'est pas évident. Donc, tu sais, négligez pas pour ceux qui nous écoutent de travailler votre réseau de contacts, d'aller prendre des cafés avec des gens qui sont plus de l'autre côté de la force, l'inverse de ce que vous êtes, pour justement vous faire référer à quelqu'un qui vous réfère à quelqu'un d'autre qui va peut-être devenir votre premier CTO ou votre prochain CTO. Négligez pas, tu sais, ce que tu mentionnes là aujourd'hui, que c'est un client qui après ça t'a ouvert un contact à un autre, puis on l'entend souvent, mais négligez pas cette partie-là parce que c'est souvent, en tout cas de mon côté, de ce que je vois à force d'interroger des gens, c'est souvent le plus gros problème de pas maîtriser l'autre côté de la force puis de pas avoir un réseau de contacts solide. Donc, plus vite qu'on accélère de sécuriser de ce côté-là,
plus vite qu'on va arriver à succès au bout de la ligne. Là. On peut pas tout connaître. C'est impossible de tout connaître. Puis c'est très important de s'entourer avec les bonnes personnes, mais souvent les bonnes personnes coûtent très cher au début. Parce que ça, c'est une affaire que je connaissais pas. J'ai beaucoup appris à mes départs à le connaître, mais le financement d'une startup, c'est vraiment un des éléments les plus importants qu'il y a. Puis même dans à peu près tous les incubateurs que j'ai faits, ils en parlent pas ou t'es laissé totalement à toi-même apprendre le financement d'entreprise. C'est rough, là. C'est dur, là. Puis des versions du PayJect, là, je suis rendu à, écoute, c'est tagué numéro 21, mais je n'en ai fait à peu près 100, c'est version du PayJect. Fait que, puis sans financement, là, écoute, t'as beau être le meilleur programmeur au monde, un moment donné, il faut du financement. T'sais, si tu veux vraiment, en tout cas, si tu veux bâtir, moi, c'est une unicorn. Moi, je vois un $1 billion company dans WeChalet, là. Si tu veux bâtir un unicorn, il te faut du financement à un moment donné. Il y a aucun des gros players que tu vois, là, ni Airbnb, ni Uber, ni les Dropbox de ce monde qui ont bâti des géants sans financement. C'est un des problèmes au Québec. Oui, puis il n'y a pas autant d'argent qu'aux États-Unis, c'est limité. Et c'est quasiment un job à temps plein d'aller chercher du financement. C'est ça qui est spécial. Présentement, 3/4 de mes journées, je suis là-dessus. Hein. Ouais. Puis pendant que tu mets ton temps sur ton financement, moi, je n'aimais pas à développer la tech ou à faire, tu sais. Mais là, je suis rendu que j'ai une équipe, fait que Liam, qui travaille avec moi comme directeur des opérations, fait qu'il peut prendre plusieurs choses que je devais faire, le day-to-day des opérations. Et en fait, tu sais, là, je suis en train de faire un podcast, mais il est quand même avec l'équipe, il peut travailler. Fait que, puis mais j'avais pas ça au début, tu sais. Faut qu'à un moment donné, tu t'en viennes à avoir une équipe qui va faire des tâches que tu peux pas faire tout le temps. Tu peux pas tout connaître, tu peux pas tout faire. Effectivement. Mais c'est ça, tu sais. Financement, je te dis, là, en start-up, c'est la clé du succès de bien des startups. C'est l'accélérant de nos ambitions. C'est carrément ça. Pour aller se payer une bonne équipe aussi ou des bons joueurs qui vont nous amener au prochain niveau. Là. C'est toujours... mais c'est une job à temps plein en tant que tel. Yeah. Est-ce quelque chose que tu ferais différemment si tu avais à recommencer, outre le fait de la première version là sous WordPress? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager à l'auditoire là, que présentement, tu sais, ça me l'a. J'avais commencé à le faire avant le COVID. C'était aller dans des événements et tout. Puis tu sais, pendant le COVID, tout était arrêté. Puis ok, c'est cool de se rencontrer en Zoom, mais de se rencontrer en physique, en présentiel, ça a vraiment une autre valeur. Fait que je trouve que pendant le COVID, je ne peux pas en faire dans des événements, mais l'important de réseauter, ça peut amener ta startup à un autre niveau. Cette année, je fais beaucoup d'événements, je rencontre beaucoup de gens. Puis souvent, une année, c'est un de présenter à l'autre. Puis aussi, tu sais, comme Apple qui ont bâti leur headquarters en rond, parce que Steve Jobs voulait que quelqu'un qui se promène d'un bord à l'autre rencontre de façon fortuite quelqu'un d'autre qui travaille sur un autre projet, puis ça amène à d'autres idées. C'est exactement ce qui arrive dans les événements, tu sais. À ta table, il y a du monde super, tu sais, j'étais à un lunch 2-3 fois, tu sais, j'étais dans le dernier mois, là, tu te ramasses, il y a du monde à ta table au lunch qui ont des relations, en tout cas, ça fit super gros avec ce que tu fais, puis là, bang, ça trouve une porte où ce que tu n'aurais pas pensé à aller, tu sais. Donc, réseauter, là, next level, là, c'est important de le faire, de prendre le temps de le faire. Bien intéressant. Est-ce que tu es un amateur de livres, podcasts, formations? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose, une de ces pièces-là de contenu que tu aimerais partager avec l'auditoire qui pourrait être intéressant, soit pour inspirer ou d'éduquer les gens à développer leurs produits? Oui, puis by the way, on s'est rencontrés à cause du réseautage, à cause qu'on s'est rencontrés au Vermont, tu vois, puis ça j'allais jamais penser vraiment si c'est ton podcast de cette façon-là. Mais oui, des podcasts, écoute, je suis un gros fan de Business Wars. Je sais pas si tu connais. Oui, absolument. Business Wars. L'autre, j'oublie le gars qui a fondé LinkedIn. Il a son podcast, il est super connu. J'oublie le nom de son podcast. Depuis peut-être 3-4 mois, j'ai moins écouté, mais j'en ai vraiment écouté des centaines d'épisodes de son podcast. On va mettre les liens dans le détail de Masters of Scale. Masters of Scale dans le sens de comment partir d'une idée puis la scaler at large là, globalement. Puis LinkedIn, il l'a fait. Lui, il était sur le team de PayPal. Il fait partie de la PayPal Mafia, là. Je sais pas si tu connais le terme. Là. Avec Elon Musk et compagnie. Ouais, exactement. Puis après ça, ils ont tous parti leur propre projet. Lui, il est parti LinkedIn, tu sais. Fait qu'ils ont scalé ça en fou. Puis là, il a créé un podcast, Masters of Scale, qui amène plein de monde de différents milieux, puis qui parle de comment ils ont scalé les produits. Un peu comme qu'on fait là, mais en anglais. Puis c'est souvent des produits qui se sont rendus là, à l'échelle globale, là. Fait qu'il y a des bons trucs là-dedans. Intéressant.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec l'auditoire aujourd'hui? Écoute, partager avec l'auditoire, écoutez, si vous êtes rendu là dans l'épisode, j'imagine que vous êtes en train d'apprendre de quoi. Mais non, je suis curieux de vous entendre. S'il y a des gens qui ont des questions, je crois beaucoup à l'entraide. Puis, le Québec, en tout cas, c'est un petit milieu. Donc, moi, je pense que c'est important de s'entraider. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans Oui Chalet, énormément. Donc, j'aime se redonner. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous cherchez un chalet pour faire un team building, vraiment, pensez à Oui Chalet. Ou pour aller si vous voulez vraiment louer un chalet pour aller avec votre blonde ou votre famille, ça aussi, pensez à Oui Chalet. Puis si vous connaissez des gens qui veulent aussi louer leur propriété, qui ont des chalets, puis nous, c'est vraiment pas juste des chalets, c'est tout type de propriété en nature. Fait que tu as un refuge, une yourte, une maison de campagne, etc., une maison dans un arbre, dites-leur de s'afficher sur Oui Chalet, c'est gratuit de s'afficher. Puis on prend seulement une commission quand il y a une réservation. Fantastique. Et est-ce que tu es à la recherche de nouveaux joueurs dans l'équipe? Là, tu parles un petit peu de financement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut t'ouvrir une porte aujourd'hui là pour parler avec des gens? Ultimement, c'est sûr qu'on va falloir bâtir notre propre team à l'interne. Nos consultants en informatique sont à l'externe, sont quand même avec nous depuis un bon bout, comme je disais. Mais oui, un moment donné, avec le bon financement, on veut bâtir un team à l'interne. Fait que oui, si vous avez l'intérêt en tech, compiler les CV tout de suite. Mais puis définitivement, il y a différentes. J'imagine qu'il y a du monde aussi en commercialisation, en marketing, ressources, justement, customer service. J'en fais encore beaucoup de customer service. Fait qu'on on va vraiment grandir l'équipe un moment donné. Fait que si oui, ça a l'intérêt pour les Chalet, envoyer notre CV puis on va garder ça en note, c'est sûr. Fantastique. Tu peux suivre également Oui Chalet sur Facebook, au-delà de 20 000 followers. Instagram, près de 30 000 followers également aussi. Sur LinkedIn, pas mal actif. Dany également aussi. Vous pouvez rejoindre Dany avec un N-Y Papineau sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup, Dany, pour ton partage aujourd'hui. Sans aucun doute, ça va avoir inspiré des gens, puis donner des conseils aussi en cours de route pour éviter peut-être des petites erreurs puis aller plus vite. Fait que merci, Dany, de t'être livré à l'exercice et on te souhaite un excellent succès pour la suite des choses. Merci à toi. Ce que je retiens cette semaine de la discussion avec Dany de Oui Chalet, premièrement, le financement est extrêmement important pour réussir à faire décoller son idée et c'est un combat continuel à mener, pratiquement même un emploi à temps plein. Deuxième élément, si votre idée est liée à un effet de réseau, donc d'avoir 2 clients à satisfaire, dans le cas présent, là, c'est les annonceurs et les personnes qui veulent louer, ne négligez pas l'effort requis pour réussir à faire tourner la roue. Toutefois, une fois que la roue est partie et qu'il y a un effet d'entraînement, ça devient un grand effet de levier, ça devient une belle barrière à l'entrée pour la compétition. Et troisièmement, assurez-vous de développer votre réseau de l'autre côté de la force. Donc, si vous êtes un fondateur technique, assurez-vous de développer rapidement votre réseau de gens en marketing et en commercialisation. Et l'inverse est vrai, si vous êtes une personne plus de marketing, assurez-vous de développer rapidement votre réseau pour le côté technique. Ça va vous permettre et surtout vous éviter beaucoup d'embûches et ça va vous permettre également par la suite de bâtir plus rapidement une équipe solide qui saura être complémentaire à vos forces ou plutôt vous aider sur vos faiblesses. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Desveillés, président d'Open Mind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous dis à la semaine prochaine.